Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de ce mois de mai, nous vous dirons comment bien choisir une valeur cotée en bourse. Pas facile, vous le verrez, quand les marchés financiers sont agités. Ensuite, on vous parlera de l'OPCI qui a beaucoup de points communs avec la SCPI, dont le fait d'être ce qu'on appelle de la pierre papier, mais qui présente, vous verrez aussi, quelques avantages. Et puis le PEA a subi quelques retouches avec la loi Pacte, retouches qui vont assurément dans le bon sens, on verra ça en fin d'émission. Mais d'abord, comme chaque mois, c'est parti pour le JT de CQFD. Et on démarre ce JT avec cette confirmation d'Édouard Philippe. La taxe d'habitation sera bien supprimée pour les 20% des Français les plus aisés. Bonjour Émilie. Bonjour David. En effet, le Premier ministre confirme cette promesse d'Emmanuel Macron sur France Info. Tous les Français seront donc à terme exonérés de la taxe d'habitation, y compris les foyers les plus aisés à compter de 2021. Mais attention, comme pour le reste des contribuables, cette suppression se fera en plusieurs fois, indique Édouard Philippe sans donner plus de précision. Édouard Philippe qui est également revenu sur le manque à gagner pour les communes. Des solutions de financement devraient être avancées dans la prochaine loi de finances. Enfin, la suppression de la redevance audiovisuelle évoquée par Gérald Darmanin ne serait pour l'instant pas d'actualité, en tout cas tant que la taxe d'habitation existe encore. Et dans la foulée de cette suppression de la taxe d'habitation, justement, l'impôt sur le revenu devrait baisser l'année prochaine, en 2020. Et c'est ce que nous annonçait le président lors de sa conférence de presse. Pourtant, les Français, Émilie, n'ont pas l'air spécialement convaincus. Et oui, selon un sondage Elab pour Les Échos, 2/3 des personnes interrogées jugeraient cette annonce pas crédible, voire même pas crédible du tout pour un Français sur 5. Pourtant, Bruno Le Maire a fait le service après-vente. Selon lui, les premiers concernés seraient les classes moyennes et populaires, celles qui sont assujetties à la première tranche de l'impôt sur le revenu. L'idée serait de la faire passer de 14 à 11%, soit un gain pour les 15 millions de foyers concernés de 180 à 350 euros par an. Mais attention, pour l'instant, rien n'est confirmé. On en saura plus en juin avec la présentation officielle de ce geste fiscal avant une entrée en vigueur en janvier prochain. Allez, on termine avec cette bonne nouvelle du côté des crédits immobiliers. Les taux sont toujours au plancher. Et oui, pas de changement pour les taux au mois de mai, c'est ce que nous dit l'Observatoire Crédit Logement CSA dans son dernier baromètre. Les taux approchent désormais les 1,33%, soit leur plus bas historique depuis novembre 2016. Des conditions particulièrement avantageuses pour les primo-accédants qui peuvent désormais emprunter à 1,25% sur 15 ans, à 1,45% sur 20 ans et à 1,65% sur 25 ans. Autre conséquence de ces taux bas, les banques sont prêtes à accorder des prêts de longue durée aux ménages les plus modestes sur 25, 30 ou même 35 ans et ce à des taux très attrayants. D'ailleurs, jamais les durées des prêts n'ont été aussi longues. Depuis 2014, elles auraient augmenté de 29 mois. Merci Émilie pour ce journal. Merci David, rendez-vous le mois prochain. Merci. Les marchés sont agités, volatiles ces derniers temps. Alors comment choisir les bonnes valeurs en bourse? Réponse avec José Béros. Bonjour. Bonjour. Bon, en ce moment, honnêtement, c'est plus difficile de traquer, de dénicher les pépites, les belles valeurs. C'est plus compliqué? C'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce que déjà les marchés ont beaucoup monté. Depuis le début de l'année, on est sur des indices qui sont entre plus 15 et plus 20% en Europe. Il y a pire. Ça, c'est le premier, il y a pire, effectivement. Donc ça, c'est le premier élément. Au niveau des valorisations, on commence à avoir des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis, on est quand même dans un environnement qui est assez volatile avec des risques géopolitiques, des risques économiques, des tensions géopolitiques. Donc tout ça fait qu'on est quand même assez prudent. Donc si en moyenne les valorisations sont un petit peu tendues, comme on dit dans le jargon, spontanément on se dit, voilà, il faut acheter les valeurs massacrées, celles qui sont en retard. Spontanément, non? Alors on pourrait avoir effectivement cette réaction de dire, bon oui, comme les valeurs, certaines valeurs ont beaucoup baissé. Sur fond de guerre commerciale, voilà, notamment. Profitons-en et puis allons sur ces valeurs qui sont massacrées. Je pense que c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que si elles sont massacrées, c'est que parfois il y a de bonnes raisons. C'est plutôt, en général, pour des bonnes raisons. Alors ce sont des secteurs qui sont assez corrélés avec la guerre commerciale notamment, que ce soit l'auto, les secteurs de la chimie, l'industrie, les semi-conducteurs. Donc tous ces secteurs-là qui avaient beaucoup monté depuis des années sont en train, ont subi des prises de bénéfices assez forts. Et puis il y a, je crois aussi, un deuxième élément, c'est de dire
comme ça a beaucoup baissé, c'est pas très cher, donc profitons-en. Il faut, je crois, rester aujourd'hui sur des valeurs qui sont des valeurs de croissance, qui sont bien gérées, avec une bonne visibilité sur leur business model et une équipe de management qui a une vision à horizon de 3 ans. Et naturellement, sur le secteur, on pense au luxe, mais le luxe est super cher, mais… Le luxe est super cher, vous avez entièrement raison, mais ça continue effectivement à bien performer en bourse. Que ce soit les grandes valeurs comme LVMH ou Kering, ou des valeurs un peu plus moyennes comme Moncler par exemple. Ouais. Justement, puisqu'on parle des grandes valeurs, qu'est-ce qu'on fait? On les surperforme, enfin on en met plus, on en met moins, on les surpondère, pardon, on en met plus dans le portefeuille, on en met moins, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut, encore une fois, je pense que c'est compliqué de raisonner uniquement sur les grandes et valeurs moyennes. Moi, je pense qu'on est plutôt à raisonner aujourd'hui sur les secteurs. Est-ce qu'il vaut mieux investir, comme vous l'avez dit, sur le secteur du luxe, ou bien est-ce qu'il vaut mieux allouer une partie de son épargne sur le secteur automobile, par exemple? Donc nous, ce que l'on favorise aujourd'hui, c'est encore une fois les secteurs avec des très fortes visibilités et des business models qui sont établis, qui sont positionnés sur des secteurs de croissance. Alors par exemple, le secteur des télécoms, voilà un secteur sur lequel on est présent, le secteur des biens de consommation, les secteurs de la pharmacie par exemple, et puis des sociétés qui sont, comme on dit, cash rich, donc qui ont beaucoup de trésorerie et qui ont cette capacité à transformer leur business model en faisant de nombreuses acquisitions. Donc ça, c'est ça, les idées clés d'ailleurs. Mais après, on peut se dire aussi, c'est bien parce qu'on parle des valeurs qui sont internationales, les large cap. Après, on peut se dire que sur fond de guerre commerciale, peut-être pourquoi pas se tourner vers des valeurs qui sont moins internationalisées, qui sont plus sur leur marché domestique. Et donc là, on pense automatiquement aux valeurs moyennes, comme on dit, qui sont plus petites. Mais 2018 a laissé un goût amer à beaucoup d'investisseurs. On va voir la courbe quand on compare d'ailleurs. Alors sur longue période, c'est vrai, sur longue période, la courbe grise, les mid cap, small cap, donc les valeurs moyennes, surperforment. Mais on voit bien que depuis un an, un peu plus d'un an, la courbe baisse. Elle a baissé très fortement. Ouais, la courbe grise, là, sur la fin… Effectivement, à partir de septembre 2018, particulièrement en France, puisque l'indice des valeurs moyennes en France a baissé de 26% l'année dernière, ce qui est, vous avez raison, une baisse extrêmement significative. Alors, à contrario, enfin, plutôt pour adoucir un petit peu cette baisse l'année dernière, le secteur en Europe a moins baissé, puisqu'il a baissé d'à peu près 13%. Le secteur des valeurs moyennes est un secteur qu'il faut voir véritablement sur le long terme. Quand on investit sur les valeurs moyennes, et vous le voyez sur ce graphique sur une période de 16 ans, c'est un secteur qui surperforme très nettement les grandes valeurs. Et c'est ça, je pense, qu'il faut garder en tête. Vous voyez une performance de 400% pour les petites et moyennes valeurs en Europe contre une performance de 150% Donc par an, pour les grandes valeurs. L'un fait quasiment du 11 par an et l'autre fait du 6. Exactement. Donc là, on se dit, waouh, il y a un gros écart. Il y a un très gros écart. Avec une prise de risque qui est équivalente. On voit en bas, à droite, volatilité, quasiment pareil, 18%. Alors que, si vous voulez, en général, certains épargnants ont cette fausse idée que les valeurs moyennes, que les petites valeurs sont beaucoup plus risquées que les grandes valeurs. Ce qui n'est pas vrai, vous le voyez encore une fois. Sauf fin 2018. Là, pour le coup, il y a le gadin. Mais ça n'empêche pas que sur 16 ans, bien sûr, il y a 150% d'écart. 250% d'écart, absolument. Il y a des périodes où la volatilité sur les valeurs moyennes est beaucoup plus importante, beaucoup plus élevée que sur les grandes valeurs, mais sur une longue période, on s'y retrouve toujours. C'est pour ça qu'il faut investir sur les valeurs moyennes, allouer une partie de son épargne sur les valeurs moyennes. Pas seulement les françaises. Surtout pas. Et il faut justement allouer une partie de son épargne sur les valeurs moyennes en Europe. Deux idées comme ça. Worldline, je sais qu'il y a Worldline. Pourquoi Worldline? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs Worldline? Alors Worldline, c'est une société française qui est un des grands spécialistes européens des services de paiement. Cette société est arrivée en bourse, donc c'est un spin-off, comme on dit, donc une séparation d'un grand groupe qui s'appelle Atos en juin 2014. Donc nous avions participé à la financière de l'échiquier à cette introduction en bourse en prenant une participation, je dirais, significative dans le groupe Worldline. L'histoire, vous la voyez, se déroule très bien. L'histoire en 5 ans, elle est belle. L'histoire est très belle. x3. Exactement. x3 en 5 ans. En l'espace de 5 ans. Nous sommes toujours actionnaires de cette société-là. C'est une société qui est en train de s'installer comme un des leaders européens
dans ce secteur du paiement, avec un business model qui est visible, des croissances de chiffre d'affaires entre 6 et 8% par an, des marges qui sont très élevées, une génération de free cash flow, là aussi, qui est supérieure à 200 millions d'euros par an, et puis une histoire qui a débuté, mais qui va se continuer, qui va se poursuivre, une histoire de consolidation de ce marché en Europe. Mais c'est plus une valeur moyenne aujourd'hui. Autant en 2014, alors, ça a été 2 milliards d'euros. Ouais. Autant aujourd'hui, 7 milliards d'euros, c'est le poids boursier. Ouais. C'est plus une valeur moyenne. C'est en train de devenir une big cap. Ouais. Voilà. Ce qu'il fallait, c'était prendre le train en voilà, marche exactement. en 2014. Deuxième valeur, on finit là-dessus en 30 secondes. Une valeur allemande. Pourquoi elle est sur Alors, c'est une valeur effectivement allemande, mais qui avait fait en 2008 une très grosse acquisition d'une société française. C'est devenu Sartorius Stedim Biotech. Que fait cette société? C'est un des leaders sur les équipements pour la production de biomédicaments. Donc ça, c'est un marché qui a totalement explosé. Sartorius, moi je me souviens, on avait été les rencontrer à Göttingen, donc qui est le siège social de la société. C'était en 2004, je crois, 2004 ou 2005. La société à l'époque était vraiment là pour le coup une valeur moyenne, puisqu'elle devait faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 ou 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et voyez sur ce schéma donc l'histoire et le développement de cette société-là, qui a été emmené par un CEO, Joachim Kreuzburg, qui a été totalement visionnaire, puisqu'il a, si vous voulez, imaginé que ce marché allait totalement être bouleversé et qu'on allait passer, si vous voulez, d'un marché de test à un marché de masse, puisqu'aujourd'hui, donc les biomédicaments, ce que l'on prend malheureusement de plus en plus, est un marché qui est en train qui est devenu énorme. Et Sartorius est un des 3 grands leaders mondiaux qui permet justement de fabriquer ces biomédicaments. Avec une histoire exceptionnelle, encore une fois, on a vu en bourse, ça pesait il y a 10 ans 350 millions d'euros, ça pèse 8 milliards 10 ans après, Absolument. Ça fait x20. Exactement. Donc, c'est ça votre boulot au final. C'est ça exactement. Notre travail, c'est ça. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça qu'on recherche, si vous voulez, ces pépites. C'est pour ça que l'on propose dans nos fonds de valeur moyenne. Indépendamment des cycles, indépendamment de la guerre commerciale, indépendamment de tout ça, les fondamentaux. Vous avez entièrement raison. Il faut avoir en tête, si vous voulez, ce qui se passe tous les jours sur les marchés. Mais notre boulot, ce n'est pas de prévoir ça. De toute façon, c'est impossible de le prévoir. Notre travail, c'est de trouver les Worldline, les Sartorius, les Celnex de demain. Voilà. Absolument. Et on y va dès maintenant. On retourne au bureau. Allez, merci beaucoup. Merci pour ces conseils signés José Béros. Merci. L'OPCI est-elle une alternative à la SCPI? On voit ça avec vous, Grégory, bonjour. Bonjour. Bon, c'est vrai que pour beaucoup de Français, ce qu'on appelle la pierre papier, c'est d'abord la SCPI. Mais il y a un placement cousin qu'on appelle l'OPCI. Rapidement, les différences entre les deux. Alors c'est vrai que la SCPI, elle est durablement installée dans le paysage de l'épargne des Français. C'est un produit qui date du milieu des années 60, alors que l'OPCI est un produit de constitution beaucoup plus récente, c'est 2007. Alors il y a déjà un tronc commun entre les deux, c'est que ces deux produits sont majoritairement investis sur de l'immobilier et plus particulièrement sur de l'immobilier pas directement accessible aux particuliers. On peut penser au bureau, au commerce, à l'immobilier de santé. Les grandes différences, elles sont de 2 ordres. Le premier, c'est l'allocation d'actifs. Ça veut dire que si la SCPI est un produit pur immobilier, en matière d'OPCI, c'est 60% d'immobilier en règle générale, 35% de valeur financière, de valeur liquide. C'est un plafond ça, 35%? C'est le maximum, ouais. Exactement, et 5% de liquidité. Et j'aurais envie de vous dire que finalement, ces deux produits cousins, ça va dépendre pour l'associé de son profil de risque et de ses aspirations patrimoniales. Et donc le plus défensif des deux, ça serait la SCPI, puisqu'il n'y a que l'immobilier. Parce que 35%, on va dire investi dans les marchés financiers, pourquoi pas, mais ça dilue un peu le concept même de la SCPI, de se dire, voilà, on a de l'épargne immobilière qu'on ne pourrait pas choper, avoir en direct tout seul. Alors, l'OPCI, ça reste un produit très majoritairement immobilier. Après, il est vrai qu'il va y avoir la possibilité de jouer les cycles économiques sur une partie différente, plafonnée à 35%. On peut rester sur une thématique immobilière en allant jouer les valeurs foncières ou avoir des produits plus défensifs.
il n'en demeure pas moins que l'OPCI est peut-être un produit dont la volatilité va être supérieure à celui de la SCPI. Puisqu'on est exposé au marché financier, de facto. Bon, il y a une poche, vous le disiez, de 5% d'actifs liquides. J'imagine l'idée, c'est pour garantir, enfin aider à avoir un meilleur marché secondaire et donc sortir dans de meilleures conditions. C'est un des reproches qu'on a fait au SCPI de se dire parfois c'était compliqué de sortir, c'était long. Et là, on pallie à cette faiblesse. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas aujourd'hui de problématique de liquidité, que ce soit sur les SCPI ou les OPCI. Mais la grande différence, c'est que pour les OPCI, sa liquidité, elle est dite intrinsèque, c'est-à-dire c'est au produit d'organiser sa propre liquidité. Et elle va le faire avec des produits dont la liquidité est différente. L'immobilier, comme on le sait, c'est un produit de détention long terme. Les 5% de trésorerie, ça permet à tout moment d'organiser les rachats dans un délai. Sans avoir à chercher un vendeur. Exactement. Dans un délai compris entre 8 jours et 2 mois. Donc on se dit, l'OPCI, quelque part, est peut-être plus grand public parce qu'il y a cette faculté de pouvoir sortir et rentrer. Mais en même temps, c'est plus volatile. Alors c'est un produit, l'OPCI, effectivement, qui est très grand public dans la mesure où on peut l'acquérir à partir de quelques centaines d'euros. C'est un produit dont la gestion est déléguée à des professionnels agréés par l'autorité des marchés financiers. Et l'OPCI, ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle est aujourd'hui essentiellement privilégiée comme unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Effectivement, on peut entrer et sortir de ce produit en fonction de ses convictions sur le marché. Même si on a vocation à les conserver longtemps. C'est ce que j'allais vous dire, même si pour moi, l'immobilier, c'est un produit de détention de long terme autour de 8 ans. Comme pour la SCPI, Grégory, pour l'OPCI, en termes de critères, comment on choisit le bon OPCI pour le coup? Est-ce que c'est quoi? On regarde la performance comme d'habitude, pas seulement? Alors, pas seulement, bien mais on regarde la performance. Mais déjà, la première chose, c'est de regarder quel est le gérant que l'on souhaite privilégier en fonction de son track record. Également, toujours regarder la documentation des OPCI, le prospectus, pour voir quelle est la thématique d'investissement immobilière, mais surtout quelle est la thématique d'investissement sur la poche liquide de 35%. Ouais. On a assez de recul, on finit là-dessus, pour comparer les performances entre les OPCI et les SCPI, puisque maintenant les OPCI a plus de 10 ans, pour voir qui fait plus en termes de rendement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore complètement ce recul. Pour moi, la SCPI et l'OPCI se distinguent surtout sur la modalité de sa distribution. La SCPI, c'est plus une alternative en investissement en direct. C'est des produits que l'on peut acquérir à crédit, alors que l'OPCI est un produit qui est parfaitement conçu comme unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Pour diversifier Exactement. son contrat d'assurance vie. Merci pour ces conseils. Signé Grégory Frappet. Merci. Grégory. Entre la dernière loi de finances et la loi Pacte, le PEA vient de subir un petit toilettage qui le rend d'autant plus attractif. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, il était nécessaire quand même de relooker un petit peu le PEA, d'autant que le PEA, il faut quand même le rappeler, comparé à l'assurance vie, ça pèse pas lourd. Aujourd'hui, le PEA, selon les dernières informations communiquées par la Banque de France, ça pèse 94 milliards d'euros. En gros 100 milliards, quoi. En gros 100 milliards. Si on arrondit. Versus entre le PEA tout court et le PEA PME. Ouais. Donc versus 1700 milliards en assurance vie, on est léger effectivement. Bon, et donc l'objectif du gouvernement, évidemment, sans doute, c'était un petit peu de redynamiser tout ça, la collecte autour du PEA. Déjà, avant de parler de la loi Pacte, la dernière loi de finances avait permis de revoir la fiscalité sur les retraits, et dans le bon sens. Tout à fait, tout à fait. À noter quand même que c'était dans le bon sens. La loi de finances 2018, elle a mis en place la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique. Et le PEA a été oublié sur cette flat tax. Donc aujourd'hui, on est sur une nouvelle fiscalité pour tout retrait avant 5 ans, puisque le PEA, aussi bien classique que PEA PME, bénéficie de la flat tax en cas de retrait avant 5 ans. Et au-delà de 5 ans, on est toujours sur l'ancienne fiscalité, avec une exonération en cas de retrait. Exactement. Après, on est passé par la loi Pacte. On voit Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale, voté mi-avril, qui a entraîné pour le coup des nouveautés, notamment, on commence par ça, c'est peut-être pas le plus important, mais quand même, sur les plafonds. Il y a une modification des plafonds. Sur la répartition des plafonds, oui, c'est ça. Il y a 2 plafonds. Il y a le PEA classique, il y a un plafond de 150 000 euros de versement, j'entends. Et puis le PEA PME qui a lui un plafond de 75 000 euros. La loi Pacte revient un peu dessus en disant, voilà, globalement, vous avez une enveloppe globale pour le PEA de 225 000 euros entre le PEA PME et le PEA classique.
soit 450 000 € pour un couple dans un foyer fiscal. Et la répartition, on fait comme on veut entre le PEA, le PEA-PME, finalement, c'est ça la nouveauté. Hein. C'est ça, on mutualise les plafonds entre le Voilà. PEA et le PEA-PME. Bon, ce qui est le plus important pour le coup, c'est le retrait. Parce que c'est vrai que le retrait sur le PEA, avant 5 ans, avant 8 ans, c'était quand même pas exceptionnel, puisqu'on était soit bloqué, soit on ne pouvait plus reverser de l'argent. Et là, pour le coup, bonne nouvelle, on change les règles. Alors, au-delà de la fiscalité qui s'améliore, effectivement, dans le cadre de la loi Pacte, on a une modification des règles de fonctionnement et de temporalité du PEA. Quand je suis avant 5 ans, tout retrait entraîne une clôture du PEA. Ouais. Et à partir de 5 ans, lorsque je fais un retrait, mon PEA subsiste, et je dirais même mieux, je peux réaliser à nouveau des versements. On est sur un nouveau produit en termes de fonctionnement, puisqu'on est sur un fonctionnement très souple, sur lequel je peux verser, Non, mais et ça change également tout. retirer. Ça change tout, parce que pendant longtemps, ça a été un frein psychologique. Les gens se disaient, mais attendez, si je touche à mon argent derrière, je ne peux plus rien faire. Et je suis obligé de repartir sur un nouveau décompte fiscal. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, je suis dans un outil qui s'apparente de plus en plus au compte-titre ou à l'assurance vie, sur lequel j'ai des modalités de fonctionnement en matière de retrait et de versement qui sont beaucoup plus souples, avec une fiscalité, on va dire, plus favorable que le compte-titre, puisque j'ai une exonération au-delà de 5 ans, et un tout petit peu plus favorable que l'assurance vie, puisqu'il y a une fiscalité qui est très douce, seulement à partir de 8 ans pour l'assurance vie. Ouais. On peut parler vraiment d'avancée pour le PEA, le rendant pour le coup plus attractif, et donc ça a aussi un impact, on imagine, sur la façon de gérer son PEA. Oui, c'est une grosse modification. C'est en ligne avec ce que veut le gouvernement en matière d'épargne, drainer l'épargne vers l'entreprise. C'est le cas dans la loi Pacte, c'est une vraie volonté de drainer l'épargne sur l'économie réelle. Eh bien, on est sur un alignement, on va dire, philosophique du PEA par rapport à la volonté du gouvernement que d'aller drainer de l'épargne grâce à des leviers fiscaux pour le contribuable. Voilà, un frein psychologique vient d'être levé sur le PEA, on s'en félicite. Merci Alexandre. Merci David. Il ne faut pas toujours être propriétaire de sa résidence principale. De prime abord, ça peut choquer. On vous explique pourquoi avec Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Alors c'est vrai que tout le monde rêve d'être propriétaire de sa résidence principale, de son logement. On se dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Eh bien peut-être que si. Oui, c'est vrai qu'on a longtemps dit que l'acquisition de sa résidence principale, c'était la première brique dans la construction de son patrimoine. Notamment, David, par comparaison ou opposition à la location, avec ce sentiment parfois de jeter de l'argent par la fenêtre chaque mois. C'est vrai. En fait, la réalité est un peu différente et c'est vraiment une affirmation qu'il faut nuancer aujourd'hui parce que dans certains cas, ça ne sera pas judicieux, effectivement. Ouais. D'autant qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on est proprio, il y a des frais qui s'accumulent. Si on les liste tous, c'est une liste à l'après-vert. Hein. C'est vrai que de devenir propriétaire, ça commence par coûter. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire, 7-8% dans l'ancien, la taxe foncière, les charges de copropriété. Souvent, lorsqu'on achète, on a recours à l'emprunt, frais de dossier, frais de garantie. Bref, on considère qu'il faut à peu près 6-7 ans minimum pour amortir ces frais-là. Ça veut dire qu'une revente avant peut potentiellement vous faire perdre de l'argent. Bon, on se dit qu'il y a des moments de sa vie où il est plus ou moins judicieux d'être propriétaire. C'est ça en fait qu'on a envie de... Il faut segmenter oui, c'est ça, il y a des moments dans la vie où peut-être il sera préférable d'être locataire finalement. Et donc en gros, on démarre dans la vie. Alors, on va prendre ça de manière chronologique, c'est mieux. Oui. On a 25 ans. Pourquoi 25 ans? C'est pas le moment justement où il faut commencer par acheter une chambre de bonne, puis après un studio, puis après... Alors non, alors effectivement, si on schématise, on prend à 25 ans. Bon, c'est le démarrage dans la vie active, avec la mobilité professionnelle qui va avec. Sur le plan familial ou personnel, on sait que les choses vont évoluer également. Vous allez rencontrer un conjoint, la naissance d'enfants. On peut se dire que probablement, vous ne passerez pas 10 ans dans le studio ou dans le 2 pièces. Donc là, peut-être, ce n'est pas opportun. Ok, donc là, entre 25 et 30. Et à partir de 30-35, ça change? Alors oui, là je dirais que ça peut changer, on va dire entre 30-35 ans et 65 ans. Ça peut changer parce que statistiquement, c'est la période de la vie pendant laquelle vous allez avoir la plus grande stabilité, visibilité à la fois sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle. Donc là, je crois que ça a du sens. Donc entre 35 et... Oui, c'est en gros la vie active. Oui, la grosse partie de la vie active, avant d'arriver peut-être à la retraite. Et là, je crois que ça change aussi. Et de nouveau, alors, aux extrémités finalement, donc 25 ans, on a compris pourquoi. À partir de 60-65 ans, pareil, on se pose la question, c'est plus une évidence d'être propriétaire de sa résidence principale? Non, je crois qu'à 65 ans, au moment de la retraite, la question de la revente, cette fois, doit être posée pour plusieurs raisons. Pas pour les mêmes motifs. Hein, Alors, absolument. Ouais. Alors, pour quelle raison on doit se poser la question? Tout d'abord, c'est un moment où les revenus vont baisser.
Donc là, l'entretien de la maison peut impacter plus lourdement le budget. Les experts estiment à 1% les frais d'entretien d'une maison, c'est une moyenne. Si vous avez un grand jardin, une piscine, on est plus à 2-3%. Donc des charges d'entretien qui sont lourdes sur un bien qui peut-être devient inadapté, peut-être une maison trop grande, des pièces inoccupées, un grand jardin. Première raison. Je dirais, David, qu'il y a une autre raison qui peut-être fait qu'il va mieux valoir rendre plus liquide ce patrimoine, c'est que c'est un âge où les dépenses pour les frais médicaux vont être quand même en augmentation. À 65 ans, ça vous coûte 2 fois plus que lorsque vous aviez 30 ans. Donc vous allez avoir un besoin de liquidité, de cash. Deuxième raison. Et puis j'ai en tête une troisième raison à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu'on est propriétaire à 70 ans de sa maison, c'est pour préparer la transmission. Lorsque vous vous retrouvez avec vos frères et sœurs en indivision sur la maison de famille, il va falloir que tout le monde s'entende sur est-ce que je conserve la maison ou pas, est-ce que tout le monde sera capable C'est le début des ennuis, ça. Oui, absolument. Des différends familiaux, ça. Absolument. On sait que l'indivision, c'est source, alors sinon de conflits, en tout cas de désaccords. C'est-à-dire que pour toutes ces raisons, lorsqu'on a 70 ou 75 ans, de revendre un actif et de partir en location pour un bien probablement plus petit mais bien plus adapté à votre besoin du moment, en centre-ville, près des commerces, près des transports, ça a du sens. Avec du capital derrière, puisque le bien aurait été vendu. Pour le coup. Absolument. Donc voilà, donc l'idée c'est on n'est pas monolithique en se disant voilà, il faut toujours être propriétaire. Il y a des moments de sa vie où c'est une évidence, on l'a vu, et d'autres aux extrémités où pour le coup il faut se poser la question. Absolument. Donc contrairement aux idées reçues, c'est pas automatique, propriétaire de la résidence principale. Et je pense que sur ce sujet-là également, aujourd'hui, il faut faire preuve d'agilité. À 25 ans, ne pas se précipiter, et peut-être à 70 ans, prendre la décision de revendre, au contraire. Allez, merci pour ces conseils. Signé Emmanuel Favergeon. Merci David.